Je vais vous parler de l'origine de l'eau sur Terre. À la surface de la Terre, l'eau est partout. La présence d'eau, sous multiples formes, a contribué à façonner notre planète et l'a rendue propice à accueillir, à maintenir la vie à sa surface. Néanmoins, cette eau ne représente pas une si grande part quand on considère la Terre en globalité. En effet, l'eau des océans et tous les autres réservoirs de surface ne représentent que 0,02% de la masse de notre planète. Le plus grand réservoir d'eau n'est probablement pas à sa surface, mais plutôt à l'intérieur de la Terre. Selon les estimations, basées sur l'analyse de roches dérivées du manteau terrestre, le manteau contiendrait entre 1 à plus de 10 fois la quantité d'eau présente en surface. Dans le manteau, ce qu'on appelle eau n'est pas à proprement parler de l'eau sous forme H2O, mais plutôt de l'hydrogène sous différentes formes stockées dans les minéraux, les laves ou les fluides. Donc si on fait le bilan de l'eau en surface et de l'eau contenue dans le manteau, l'eau correspond maintenant à environ 0,2 à 0,4% de la masse totale de la Terre. Le noyau, lui, ne semble pas contenir une grande quantité d'hydrogène. Donc la Terre contient de l'eau, à la fois dans son manteau et en surface. Mais d'où vient cette eau? Les isotopes de l'hydrogène constituent un puissant outil pour tracer l'origine de l'eau dans les corps planétaires. L'hydrogène contient 2 isotopes stables, l'hydrogène H et le deutérium D. Et sur Terre, l'eau de surface a environ 10 000 fois plus de H que de D. Le rapport isotopique moyen des océans terrestres est de 0,000156 et cette valeur est généralement prise comme référence de la composition isotopique moyenne de l'eau de surface. Sur Terre, les roches du manteau semblent avoir un léger déficit en deutérium par rapport à l'eau des océans terrestres. Quand on cherche la source de l'eau terrestre, on cherche à la fois des matériaux qui ont contenu de l'hydrogène en quantité suffisante pour expliquer la présence d'eau sur Terre, mais on veut aussi qu'ils aient la bonne quantité relative de H et de D, le bon rapport isotopique D sur H, pour expliquer les compositions actuelles de la Terre. Notre système solaire s'est formé il y a 4,57 milliards d'années à partir de l'effondrement d'une petite partie dense d'un nuage moléculaire. Lors de sa formation, notre étoile, le Soleil, a été rapidement entourée d'un nuage de gaz et de poussière appelé disque protoplanétaire. C'est à partir de ce disque, de la matière de ce disque, que les corps planétaires de notre système solaire se sont formés. L'hydrogène représentait plus de 91% des atomes présents, mais était majoritairement là sous forme de gaz, de dihydrogène, H2, qui est très volatile et difficilement incorporable aux planètes en formation. Plus rarement, l'hydrogène pouvait s'associer à d'autres atomes pour former des molécules telles que l'eau, H2O, le méthane, CH4, l'ammoniac, NH3 et d'autres molécules moins abondantes. Si dans le disque, les températures étaient suffisamment faibles, c'est-à-dire en deçà de moins 110 degrés Celsius, l'eau a pu être stable sous forme de glace et être incorporée aux autres solides lors de la formation planétaire. On définit ainsi une limite fictive qu'on appelle la limite de glace, qui correspond à la distance au Soleil, à partir de laquelle les températures sont suffisamment faibles pour que l'eau soit stable sous forme de glace et qu'elle puisse s'accumuler avec les autres solides en quantité importante lors de la formation des planètes. Cette limite, elle n'est pas fixe, mais elle évolue avec le temps puisque le disque refroidit progressivement. La Terre et les planètes rocheuses se forment dans le disque interne proche du Soleil, a priori en deçà de la limite de glace, et ne peuvent donc pas accumuler beaucoup d'eau. Alors pourquoi trouve-t-on de l'eau en surface et à l'intérieur de la Terre? Parmi les nombreuses hypothèses qui ont été formulées, certains chercheurs proposent qu'une partie de l'hydrogène terrestre aurait pu provenir du H2 du gaz du disque. Ce dihydrogène se serait solubilisé dans les roches fondues lorsque la Terre était au stade d'océan de magma. Néanmoins, le gaz du disque, H2, contient beaucoup moins de D que l'eau terrestre, en proportion. Cette source n'est donc pas une probable source majoritaire pour l'hydrogène terrestre. Une autre hypothèse serait que lors de l'évolution du disque, la température est suffisamment variée pour que la limite de glace ait croisé l'orbite terrestre. Ainsi, les poussières et les petits grains glacés du disque provenant du système solaire externe et migrant vers le Soleil auraient pu conserver leur glace et distribuer de l'eau à la Terre. Néanmoins, les modèles astrophysiques récents, couplés aux analyses isotopiques des météorites, ne semblent pas en accord avec cette hypothèse. La présence de Jupiter, une planète très massive formée très tôt dans l'histoire du système solaire, aurait bloqué les transferts de matériaux glacés entre disque externe et disque interne. Si le déplacement de la limite de glace ne permet pas d'expliquer la présence d'eau terrestre, une autre idée serait que l'hydrogène soit présent dans le système solaire interne, non pas sous forme de glace, mais dans ou sur des minéraux.
ce qui lui permettrait de subsister à des températures bien supérieures à moins 110 degrés Celsius. Dans une étude récente réalisée au CERPG à Nancy, nous avons montré que les chondrites en statite, des météorites qui se forment dans le système solaire interne au niveau de l'orbite terrestre et qui sont souvent considérés comme des matériaux proches des roches qui ont formé la Terre, contiennent peu mais suffisamment d'hydrogène avec le bon rapport isotopique d'essurage pour expliquer une partie importante de l'eau terrestre. Finalement, l'hypothèse d'un mélange entre système solaire interne et externe, s'il n'a pas pu se faire sous forme de poussière ou de petits grains, semble par contre avoir été efficace pour des plus gros corps comme les astéroïdes. Les modèles astrophysiques montrent qu'il est fort probable que la formation précoce des géantes gazeuses Jupiter et Saturne ait fortement perturbé l'orbite des petits corps, comme les astéroïdes ou les comètes, qui les environnaient, mélangeant ainsi des corps formés à des températures différentes et envoyant des corps contenant de la glace vers la zone de formation de la Terre. S'il est peu probable que les comètes aient beaucoup contribué au budget en eau de la Terre, du fait de leur rapport d'essurage globalement supérieur à ceux des océans terrestres, les astéroïdes hydratés, dont les météorites de type chondrite carbonée représentent les archives analysables en laboratoire, ont pu être une source importante pour l'eau de la Terre. Au final, il est probable que non pas une, mais plusieurs sources soient nécessaires pour expliquer le contenu et les rapports isotopiques de l'hydrogène terrestre. Notamment les différences observées entre l'hydrogène interne, celui du manteau, et l'hydrogène de surface, celui des océans. La Terre est probablement formée principalement à partir de matériaux issus du système solaire interne, peut-être proches des chondrites en statite, et qui pourraient expliquer une partie de l'hydrogène présent dans le manteau terrestre. Mais néanmoins, l'apport par les astéroïdes hydratés venant du système solaire externe est aussi fort probable et pourrait expliquer, s'ils sont plus abondants dans les dernières phases de l'accrétion terrestre, les différences isotopiques entre manteau et océan. En conclusion, l'eau de la Terre a probablement plusieurs origines. La présence des planètes géantes comme Jupiter dans notre système solaire a probablement joué un rôle important pour établir le budget en eau de notre planète. Mais de nombreuses questions restent encore à résoudre pour en comprendre toutes les spécificités.